Bonjour et bienvenue à tous. Une fois n'est pas coutume, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui les experts et ils sont 4 avec moi pour commenter l'actu et soumettre nos 2 invités au feu de leurs questions et on peut compter sur eux, je n'ai aucun doute là-dessus, n'est-ce pas messieurs, dames? On compte sur vous pour interpeller nos invités. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. À un mois des élections, l'actualité cette semaine est politique. Un nouveau sondage publié par la RTBF et la Libre Belgique a dû susciter pas mal de réactions. De la joie sans doute chez Ecolo qui deviendrait le premier parti de la capitale avec 21% d'intention de vote, 11% de plus par rapport au score des fédérales de 2004. Il est devant le PS qui est en perte et peut-être que ce sondage a provoqué de la peine au MR puisqu'il est à 15,5%. C'est le perdant de ce sondage avec une chute de plus de 7% et le PTB lui augmente aussi suivi de défis qui ne scorent pas et c'est peut-être un étonnement. Le CDH est à 6,9%. Alors une petite réaction, messieurs, dames, par rapport à ce sondage. Mathieu Ladevez, bonjour. Vous êtes chef du bureau bruxellois à la dernière heure. Quelle est la plus grande surprise de ce sondage pour vous qui a été publié par la RTBF et la Libre ? Défi, incontestablement. Le reste ne me surprend pas du tout, c'était attendu. On savait que la mer allait perdre des plumes, qu'Ecolo allait passer et que le PS allait un peu se tasser. Le fait que Défi ne score pas sur Bruxelles, sur la Wallonie, ça m'étonne moins. Sur Bruxelles, me paraît assez surprenant. Je l'analyserai sur le fait que Défi ne tape plus sur la NVA. En tout cas, le fonds de commerce de Défi, c'était le combat contre la NVA. Ils ont changé de combat, ils veulent s'étendre en Wallonie. Donc le discours, le message politique de Défi passe moins, et moins, à mon avis, compris par les lecteurs. Donc ça se tasse. Ça m'a un peu surpris. Je pense qu'il y aura beaucoup de mal dans un mois. Alors, Marcel Sel, bonjour. Est-ce qu'il faut encore vous présenter? Oui, vous êtes non. auteur, blogueur. Et vous, il y a un enseignement que vous tirez de ce sondage, cette vague verte qui se confirme, c'est une surprise pour vous? C'est un peu une surprise parce que quand on regarde les mesures prônées au fédéral, en tout cas par Ecolo, et qu'on regarde ce que le consommateur souhaite quand on lui demande en détail, par exemple sur les voitures de société, on a quand même une assez grosse divergence. Donc ça m'a quand même étonné, mais cela dit, c'est conforme au sondage précédent. Je voulais juste faire une petite parenthèse. C'est vrai ce que tu dis, Mathieu, mais il faut voir aussi tous les autres partis tapent sur la NVA maintenant. C'est même aussi cocasse également. Parce que personne ne peut voter pour la NVA. Enfin, à Bruxelles, on pourrait, mais... Enfin, voilà. Mais le combat initial de Défi, originel et historique, c'est le combat pour Bruxelles, contre les Flamands, contre l'envahissement des Flamands. Ouais. Donc voilà. Donc, voilà. Alors, moi, un enseignement, contre, je demandais. Juste un enseignement. Un deuxième, alors? Oui, peut-être un deuxième, une conclusion là-dessus. C'est que si Ecolo reste premier et devient ministre-président, si Zakia Katabi concrètement devient ministre-présidente, il va falloir mettre beaucoup d'eau dans son vin et il ne faudrait pas que la NVA soit elle-même incontournable côté flamand parce que ça c'est possible. Oui, ça c'est une autre, la NVA qui est le premier parti de Bruxelles, mais c'est vrai que l'échantillon flamand dans ces sondages est généralement assez restreint, donc ça rend compliqué les pronostics. Yves Kengen, bonjour, vous êtes bonjour. Donc journaliste, contributeur entre autres sur le site entreleslignes.be. Alors on sait que c'est un sondage et c'est ce que les politiques disent vraiment, un sondage c'est qu'un sondage. Vous lui accordez du crédit, vous ? Oui, je lui accorde du crédit parce que tout le monde prévoyait la vague verte, donc ça c'est confirmé. Et je pense que même s'il y aura probablement un petit tassement au moment des élections, ça va se confirmer. Je partage l'étonnement de voir Défi aussi mal classé. Je pense que leur projet politique, effectivement, n'est pas suffisamment clair et que leur slogan clairement plus juste, même s'il est séduisant dans l'absolu, n'est pas vraiment une promesse au niveau de ce que les gens peuvent attendre. Ils n'expriment pas suffisamment clairement dans quel domaine leur politique fera que les choses sont plus justes. Alors, Emmanuel Joa, bonjour. C'est une première pour vous dans cette émission. Bienvenue. Vous êtes donc journaliste à Paris Match. Vous faites le même constat que les autres experts? Oui, alors sans être très original, je vais relayer ce que disait aussi Mathieu. Moi, j'avais l'impression aussi que Défi était dans une bonne mouvance, si je puis dire. Je ne suis pas étonné évidemment par Ecolo comme personne
ne l'est, je crois, depuis 2018. Cette vague verte prenait forme largement. Elle a certainement été renforcée par les derniers mouvements, etc. Même si chacun s'empare aujourd'hui du développement durable à juste titre et de façon bien légitime, évidemment. Il y a tout de même une crédibilité qui reste incontestablement chez Écolo. Je dirais, ils connaissent leur matière. Il y a des objectifs de transparence qui ont été donnés depuis très très longtemps. Il y a des constances dans leur démarche qui explique aussi ce succès. Donc voilà, moi je ne suis pas extrêmement surprise, il n'y a rien qui m'étonne. Alors un autre constat qu'on peut faire, c'est que les partis qui sont au gouvernement bruxellois, ils perdent tous des plumes. Hein. Le PS, le CDH, Défi également, et puis vous n'avez rien dit sur le score du PTB, mais qui est tout de même à 12%, presque 12%. Il confirme au fil des sondages son bon score. Toujours fort dans les sondages, je pense, le PTB. Après, il faut voir le soir de l'élection ce qui va se passer. Je pense qu'ils vont performer. Je pense que ça va être clairement, surtout sur Bruxelles, qui a un paysage socio-économique qui évolue quand même dans le sens qui porte de plus en plus à gauche, clairement. Donc je pense qu'il faudra compter sur le PTB à Bruxelles au soir du 26 mai. Ça, c'est une certitude. On reste dans une crise économique importante. Ouais. C'est assez logique. Le PTB bénéficie toujours du fait qu'il n'a jamais gouverné. Donc il ne peut pas être sanctionné par l'électeur. Donc ça, c'est une force qu'il ne conservera probablement pas toujours. Alors, ils l'ont certainement décortiqué, ce sondage. Les deux invités que nous allons accueillir maintenant sur ce plateau et qui vont donc faire leur apparition, je vais les présenter. Ils sont donc aux élections pour le Parlement bruxellois à la 3e place et en principe, ils devraient rentrer sur le plateau si tout se passe bien. Il s'agit donc d'Alexia Bertrand qui est 3e sur la liste MR de la région bruxelloise et Calvin Suarez qui est 3e sur la liste écolo à la région bruxelloise également. On est content que vous soyez là. À un moment donné, je me suis dit que vous n'alliez jamais rentrer, que le jingle ne démarrait pas et que vous n'alliez jamais rentrer. Alors, est-ce qu'on décortique le sondage, Calvin Suarez, au bureau d'écolo, et est-ce qu'on se dit les choses sont gagnées ? Non, pas du tout. Je pense que s'il y a un enseignement que nous retenons chez Écolo par rapport à ce sondage, c'est qu'on doit se focaliser sur le terrain. Ce vendredi, je lisais encore un de vos confrères qui disait que nous allions nous faire griller la politesse par le Parti socialiste. Qui est très fort en campagne, hein, généralement. Qui est très fort en campagne, mais nous aussi. Je pense que nous sommes aujourd'hui sur le terrain. Il y a une nouvelle génération qui adore le terrain, qui est là. Et donc, nous ne faisons pas du tout de complexe par rapport au PS, parce que pour nous, cette nouvelle génération appuyée par les anciens, nous considérons que le PS, premier parti à Bruxelles, ce n'est pas une fatalité. Et donc, que nous sommes tout à fait capables de susciter l'adhésion de nos concitoyennes et concitoyens. Et ce sondage nous encourage à être beaucoup plus présents sur le terrain. Et à convaincre. Parce que vous êtes dans la marge d'erreur. Hein. Oui, allez-y. Le PS aussi. Alors Alexia Bertrand, bonjour, vous êtes donc 3e sur la liste MR à la région bruxelloise. Le MR qui baisse, hein, là c'est incontestable, au fil des sondages, ça se confirme. Comment on vit ça dans l'état-major quand on l'analyse ? Le sondage ne vaut pas résultat, mais c'est vrai qu'il faut en tenir compte. Et nous, en fait, ça nous donne envie de nous mobiliser encore plus. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas selon vous aujourd'hui ? Alors, je crois que quand on prend ses responsabilités et qu'on est au gouvernement, c'est plus difficile que quand il y a tous les autres partis francophones qui n'y étaient pas. Et ce qu'il faut expliquer aux citoyens, c'est que là où on a pris nos responsabilités, on a un bilan dont on n'a pas à rougir. Il y a eu 220 000 emplois qui ont été créés. Le chômage a baissé. On est à un record historique qu'on n'avait plus atteint depuis 1981. Le pouvoir d'achat a augmenté. Les salaires ont augmenté. Il y a eu des réformes substantielles en matière de pension pour pérenniser la sécurité sociale. Voilà, donc on va essayer d'expliquer ce message encore davantage et puis montrer que ces formules-là, on peut les décliner à Bruxelles parce que ça fait 15 ans que le MR est plus dans le gouvernement bruxellois. Et j'ai pas rencontré beaucoup de Bruxellois ces dernières semaines qui m'ont dit qu'ils trouvaient aujourd'hui que leur ville-région était une réussite en matière de mobilité, d'emploi, de chômage, etc. Oui, Mathieu. Vous parlez du message du Jobs of Jobs, 20 000 emplois, etc., 200 000 emplois. Ce message, on l'entend depuis déjà longtemps, dans le chef de Charles Michel et du gouvernement fédéral. Ça ne semble pas percoler dans les sondages. Donc, est-ce que ce n'est pas un mauvais message ? Est-ce que ça parle vraiment aux électeurs, aux citoyens bruxellois ? Moi, j'en suis pas certain. Je pense surtout que vous avez d'abord un déficit de renouvellement au sein du MR bruxellois.
ont des cadres qui sont peut-être restés trop longtemps. Je pense aussi que vous avez commencé votre campagne de façon très compliquée, très pas franche, pas sûre, on ne savait pas quoi, les gens se demandaient quoi, vous avez commencé en retard. Donc je pense que vous avez déjà un petit retard ou un déficit dans la clarté du message à faire passer, que les autres ont déjà. Pour l'écolo, c'est facile. On surfe sur le climat, on surfe surtout pour vous. Non, mais c'est facile pour vous et c'est compliqué pour Alexia Bertrand. C'est plus facile pour l'écolo qui surfe sur une vague médiatique juste énorme et gigantesque que le MR, dont le MR n'a pas bénéficié. Deux questions. Déficit de renouvellement. C'était une des premières questions qu'on vous posait. C'était ma première réaction. Alors là, je ne suis pas d'accord avec vous. Si vous regardez notre liste à la région, sur les 10 premiers, il y a plus de la moitié qui sont la jeune génération. Mais il est trop tard, c'est ça que je veux dire. Et cette jeune génération, vous la voyez, elle est là, elle est en campagne. D'ailleurs, je vous remettrai à la fin un récit qu'on a écrit sur Bruxelles en 2030 et vous verrez qu'on s'est mis à 10 de cette nouvelle génération pour imaginer le Bruxelles de demain. Donc, vous voyez, Bruxelles en 2030. On a bien vu. Notre message là-dedans, c'est justement de dire, alors aujourd'hui, c'est pas de savoir si on est pour ou contre l'écologie. Tout le monde est pour l'écologie. C'est de savoir comment on va le faire. Et comment est-ce que les libéraux peuvent le faire? Eh bien, en amenant toutes les parties prenantes avec elles là-dedans. Parce que si on n'emmène pas les entreprises, si on n'emmène pas le secteur privé à changer aussi leur comportement et dans cette transition, on n'y arrivera pas. Mais et là, les libéraux, ont une vraie plus-value à apporter. Oui, mais là, il faudra des mesures ou des impôts, des taxes. Il faudra trouver un moyen de les forcer. Nous, on croit au partenariat. Oui, mais les entreprises ne font rien si elles n'y ont pas un intérêt financier. Les entreprises, elles y ont un intérêt direct parce que c'est plus d'investissement. Et quand vous dites à une entreprise qu'on va investir et qu'on va soutenir la recherche, le fait de passer à des investissements, parce qu'on va faire un plan d'isolation des bâtiments qu'on ne peut pas faire sans le secteur public. Vous allez tous les deux le faire. Eh bien, évidemment que les entreprises sont partants. Justement, par rapport à ça, la réflexion qui a été faite par Alexia Bertrand, c'est tout le monde fait de l'écologie aujourd'hui dans les programmes des partis. Et c'est vrai quand on lit les programmes des différents partis. Tout le monde le fait en théorie. Aujourd'hui, ce que la pratique montre, c'est qu'on ne peut pas faire d'écologie sérieuse sans les écologistes convaincus, parce qu'il faut de la conviction quand on fait de la politique. Si on fait une politique, si on fait de la politique sans conviction, je ne pense pas qu'on puisse arriver à des résultats concrets. Ouais. Et donc moi je pense que pour cette campagne, il faudra que les gens se disent quelque chose. Il faut analyser les programmes, mais il faut aussi voir le travail qui est fait dans les parlements. Il ne faut pas que les gens votent selon les têtes d'affiche ou selon tel est beau ou tel est belle. Non, il faut absolument regarder le travail qui a été fait et décider en bonne connaissance de cause. Avant de passer à autre chose, vous voyez sourire là, dites-moi. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Je souris pour l'ensemble des choses que je viens d'entendre, parce que je souris pas spécialement parce que écolo dit qu'on ne peut pas faire de l'écologie sans écolo. Je veux bien l'entendre. Ce qui me fait rire, c'est que tous les partis maintenant font de l'écologie parce qu'il y a eu des manifestations, parce que le GIEC a poussé un signal d'alarme qui ne peut pas ne pas être entendu. Mais enfin, les gens sont au pouvoir depuis des années. Ça fait 30 ans qu'on crie à l'alerte climatique et rien n'a été fait. Zéro. Alors tout à coup maintenant, c'est fantastique, c'est le Graal. Alors Emmanuel Joie, une réflexion. Je voulais juste te dire, c'est normal. Enfin, je veux dire, ce serait complètement con de ne pas s'en occuper. Ce serait lamentable. Très rapidement, parce qu'on va passer à autre chose. Je vous poser une question par rapport aux jeunes libéraux. Je rejoins un petit peu Mathieu, c'est peut-être un peu tard. En tous les cas, on ne les connaît pas bien. Comment expliquez-vous cela? Est-ce qu'il y a pas assez de terrain? Ils ont été actifs dans leur commune. C'est tous des jeunes qui sont issus pour la large majorité des communales. Pourquoi de la liste. Vous allez les voir. Mais je voulais juste réagir très rapidement parce que je voudrais passer à la transparence après. Que la Belgique est dans le top 5 mondial de l'énergie éolienne, l'énergie offshore. Ça, c'est un résultat concret, et c'est le travail concret du gouvernement fédéral. C'est important. Oui. Alors, si vous le voulez bien, on va passer à un autre dossier qui a occupé les médias et les politiques sur la semaine, particulièrement chez vous, à Écolo. C'est la question de la transparence. L'écolo Pascal Lefebvre a donc remis son mandat d'échevin à Woluwe-Saint-Pierre. C'est son parti qui lui demandait. Il refuse de rendre public son salaire de fonctionnaire européen. Inacceptable pour les Verts qui réclament la transparence des élus. Voici un reportage de Marie Hubert et Marjorie Félinger. C'est un homme serein, mais déterminé, que nous rencontrons ce matin. Pascal Lefebvre décide de poursuivre son action en justice contre le Parlement bruxellois, quitte à perdre son mandat d'échevin. Je continue l'action parce que je n'ai jamais fonctionné aux ultimatums. Et deux, je réfléchirai naturellement dans les heures et dans les jours
qui suivent par rapport à mon mandat, un mandat qui appartient naturellement à Écolo. Mais si je dois perdre mon mandat parce que je défends les libertés individuelles et les droits fondamentaux, eh bien, je serai honoré de le faire. Pour les Verts, cette ordonnance sur la transparence est le fruit d'un long combat. Face à cette divergence politique, Écolo demande à Pascal Lefebvre de remettre son mandat. Pascal Lefebvre vient de nous faire part de sa décision de maintenir son action en référé. Nous regrettons ce choix, mais actons la divergence politique sur un de nos fondamentaux et l'invitons dès lors à remettre son mandat. Pour Pascal Lefebvre, sa fonction de fonctionnaire européen relève de sa sphère privée. Un poste qu'il a obtenu, dit-il, suite à un concours. Ici, on parle, je ne sais pas si vous vous rendez compte, de mettre sur la place publique, sur les sites internet, et donc ça va aller dans les réseaux sociaux, les rémunérations privées de personnes qui exercent un mandat d'échevin, de bourgmestre, à la limite de conseiller communal. C'est tout à fait choquant. C'est prévu par cette ordonnance. Ce n'est pas pour ça qu'elle est légale. Pascal Lefebvre est échevin du logement depuis 2013. Le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre prend acte de la décision d'Écolo, mais regrette la perte d'un de ses élus. Alors Marcel Sel, selon vous, qui a raison, qui a tort dans ce dossier? Pour moi, dans ce cas-ci, c'est Écolo totalement. Qui a raison? Qui a raison, oui, qui a raison. Non, mais très généralement, en Belgique, on a une sorte de... L'ordonnance a été votée par d'autres partis également. Oui, bien sûr. Il y a une sorte de tabou sur le revenu déjà en général, mais alors sur le revenu des mandataires, c'est choquant. Par exemple, en France, on connaît le patrimoine de tous les députés. C'est comme ça qu'on sait que Mélenchon a 1 million. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde ou pas? Pas du tout. Un instant. Pour vous, attends. Allez, rapidement, parce que donc ici, on a un mandataire qui touche 4 300 € par mois, 58 000 bruts par an. Donc c'est quand même très important. Pour moi, ça c'est un plein temps qui en plus est fonctionnaire européen. Là, je ne connais pas son salaire, mais il est barémique, donc il n'y a aucun secret. Donc il est normal qu'on sache si quelqu'un qui est payé totalement par la collectivité, si son temps est employé de façon un tant soit peu correcte par rapport à... Il a 2 pleins temps, il est payé 2 pleins temps. Est-ce qu'il fait 2 pleins temps? Apparemment, ce ne serait pas un plein temps. Un fonctionnaire européen, il n'est pas à temps plein. Mathieu Ladevez, je pense que c'est pas raison de plus. C'est pas la bonne question. Tu ne poses pas la bonne question. En quoi la divulgation de son salaire au grand public va-t-elle justifier ou faire en sorte qu'on puisse savoir s'il travaille à temps plein ou pas? Ça n'a pas d'intérêt. La question, est-ce qu'il est trop payé pour ce qu'il fait en tant qu'échevin? Ça, c'est une autre question qui n'a rien à voir avec le débat qui a été posé cette semaine. Moi, je pense que comparer Jean-Luc Mélenchon ou un député français à un échevin de la culture et des affaires, c'est ce que tu disais il y a 5 minutes. Oui, mais enfin, c'est un service public. Avec un échevin de la culture et des affaires européennes dans une petite commune comme le Saint-Pierre, il y a quand même un décalage. Alors, moi, je comprends tout à fait son attitude. On ne vous mettra pas d'accord. Votre avis? Mon avis, c'est que je m'en fiche de ce que ce type gagne à titre privé. Voilà. Je m'en tape complètement, c'est son problème. Et d'ailleurs, je pense qu'il vaut mieux que les mandataires gagnent plus. Ça évitera qu'ils soient tentés d'être corrompus. Emmanuel Joire. Non, moi je pars du principe que de manière générale, le mouvement va vers une plus grande transparence, qu'on n'y coupera pas. Moi, ce qui me choquait, j'avoue, au début, parce qu'on voit ça dans plein de pays maintenant, en Europe et ailleurs, ce qui me choquait au début, c'est cette publication sur Internet. Ils veulent livrer ça au lion, en quelque sorte. Puis je me suis dit que non, mais voilà, de toute façon, c'est inéluctable. Ça me paraît inéluctable. On va devoir connaître tout ça dans la plus grande transparence. Alors, les pays scandinaves ont montré le modèle et ont montré l'exemple, pardon, et je pense que c'est... Alexa Bertrand, ça vous gêne, vous, de dire combien vous gagnez ou pas du tout? Alors, nous, on a voté la loi et on l'appliquera. Donc, vous pouvez le dire ici, je gagne. Mais ce que je pense... Devant nos téléspectateurs, ça ne vous dérange pas de dire je gagne autant? Alors, ce que je pense que c'est dommage que suite au comportement de certains, on jette tout le discrédit sur l'ensemble de ceux qui s'engagent en politique. Et que si on avait appliqué les règles, parce que c'est de ça qu'il s'agit, si on avait appliqué les règles qui existent, eh bien, on n'en serait pas arrivé là. Et la règle, c'était la règle du plafonnement de 150%. Et c'est suite au scandale du SAMU social, ce qui s'est passé avec Yvan Mayer, où la région n'a pas fait appliquer la règle du plafond, qu'on a dû prendre des règles finalement plus strictes. Mais ça s'est passé partout. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on applique ces règles d'abord. Parce que c'est pas parce que certains ont eu un comportement déplacé... ça ne concernait pas les rémunérations privées. Alors, non, mais les 150%... ont fait qu'il y a eu le scandale du SAMU social, et c'est pour ça que l'ensemble de cette ordonnance qui a été votée en décembre 2017 est née. C'est exactement dans la foulée de ces scandales-là. Donc, essayons d'abord d'appliquer ce qu'on a voté. Ouais, donc vous êtes pour rendre tout public? Alors, je n'ai pas dit ça, je pense que ce n'est pas le meilleur moyen.
pour attirer des personnes du secteur privé en politique. Je ne pense pas. Il reste ce tabou pour vous, quoi, alors, si on vous comprend bien. Alors, ce que je vous dis, c'est que quand certains se comportent mal, je ne pense pas qu'il faille pour autant jeter l'opprobre sur toute la classe politique, d'une part. Je pense que ce sont des règles qui n'attirent pas, du coup, une série de personnes qu'on pourrait avoir et qui sont qualitatives en politique. Mais la loi est votée, et la loi est la loi, et elle s'applique. Ouais. Voilà. Ce qui m'étonne, en revanche, c'est que Pascal Lefebvre a fait campagne au communal sous la bannière écolo. Et que, Woluwe-Saint-Pierre, une commune que vous connaissez bien. Effectivement. Ouais. Et qu'il savait que l'ordonnance existait, qu'elle était applicable. Oui, elle a été votée je ne après. vois pas en quoi ça pourrait freiner les gens, parce qu'à l'heure actuelle, les chefs d'entreprise, toutes les personnes brillantes et haut placées vont être aussi de plus en plus amenées hors politique, je veux dire, à faire état de leur salaire. Donc je veux dire, on va vers ça. Donc je ne vois pas en quoi ça pourrait freiner les gens de rentrer en politique. C'est dans votre journal, Mathieu Ladevesque, que Pascal Lefebvre s'est exprimé en disant on se croirait en URSS. Par rapport à ce... non, justement, on ne savait pas. Et donc, une loi prise dans l'émotion, elle va trop loin dans l'atteinte à la liberté individuelle. Alors, je pense qu'il faut faire attention quand on parle de références historiques. Chez Écolo, on ne tergiverse pas sur les fondamentaux en ce qui concerne la transparence et l'éthique. Alors, soit ils devaient respecter l'ordonnance, soit ils se démettaient. Et donc, nous avons décidé de réagir le plus vite possible parce que, pour nous, nous avons poussé à ce que cette ordonnance soit votée. Et cela correspond aussi aux règles que nous sommes fixées en interne, en termes de transparence. Ouais, et donc, pour nous, il était inacceptable qu'il puisse faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire aller en justice contre le Parlement bruxellois. Et je dirais que je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'idée selon laquelle on n'attirait pas les gens du privé. La politique, les mandats politiques, c'est une mission. Pour moi, ce n'est pas un métier. On ne vient pas en politique parce qu'on est attiré par le montant qu'on va gagner. C'est exactement ce que pense Pascal Lefebvre. Donc, je considère... Eh bien, il a tort. Je considère... Non, il pense comme vous, là, en l'occurrence. Oui, mais je considère qu'à partir de ce moment, on n'a pas de problème à divulguer son salaire. Moi, je suis enseignant, je peux divulguer mon salaire, il n'y a aucun souci. C'est barémique, c'est connu, il n'y a aucun souci là-dessus. Non, mais je pense qu'on n'aurait pas été dans un contexte de campagne électorale, d'élection dans un mois. La présidence d'Écolo n'aurait pas réagi de façon virulente. Non, je ne pense pas. Il y a eu d'autres exemples. J'ai suivi la gestion de crise parce que j'étais quand même au plus près de cet événement. La réaction d'Écolo en fin d'après-midi par un petit mail vite fait en catastrophe, on panique, on veut vite éteindre le feu avant. C'est une très bonne gestion de crise politique, on est d'accord. Mais ça aurait été dans un contexte tout à fait calme sur le plan électoral. Ça serait déroulé bien autrement, c'est certain. Je ne suis pas d'accord. Bien sûr que si. Et rien ne dit que M. Lefebvre n'a pas gagné devant le tribunal de première instance. Et là, ça risque de changer pas mal de choses. Écoutez, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a eu un moment où nous n'avons pas été touchés par l'affaire Publifin, mais il y a eu un moment où il y a une de nos mandataires à Liège et nous avons réagi de la même manière. Ça n'a pas tardé. Oui, ces deux cas n'ont rien à voir. Vous comparez des pommes et des poires, là. Oui, non, mais et ça ne c'est pas la même chose. Ici, on parle de bonne gouvernance et de transparence. À partir de ce moment, vous parlez de réaction. À chaque fois, nous avons réagi comme il fallait, c'est-à-dire immédiatement. Alors, une réaction rapide et puis on passe à autre chose, si vous voulez bien. Je crois que ce qui se passe, c'est que Pascal Lefebvre, il critique un vote du parti. Il n'a pas dit, à ma connaissance, mais j'ai suivi ça que par l'intermédiaire de la presse, qu'il allait se soustraire à l'obligation. L'obligation n'entre en vigueur qu'à partir du mois d'octobre. Lui, il demande que la justice se prononce, le tribunal, sur la question de savoir si c'est contraire à la vie privée. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'avis du Conseil d'État sur cette disposition, donc c'est pas inintéressant d'avoir l'avis de la justice là-dessus, mais il n'a pas dit, il a même dit, même en démissionnant, l'obligation me reste applicable. Donc comme je l'ai compris, et la loi s'applique à tous, c'est bien la moindre des choses, comme je l'ai compris. Et lui dit qu'il ne va pas respecter la loi. Donc à partir de ce moment... Une fois que la décision de justice sera prise, je me soumettrai ou je quitterai. C'est ce qu'il dit. Mais évidemment qu'il a dit ça. Alors on va en rester là, si vous le voulez bien. Et maintenant, je vais vous proposer... on va un peu se détendre, si vous le voulez bien. On a une petite séquence, une habitude ici. C'est ça me ravit ou ça m'énerve. On va vous faire des propositions. On est en campagne électorale et donc on a choisi des propositions qui ont trait aux élections. Et vous allez nous dire ce que vous pensez de ça. Voilà, ça me ravit ou ça m'énerve. L'affichage électoral dans les commerces, les tests électoraux organisés par les médias, devoir constamment me justifier, faire les marchés ou me voir sur les affiches. Qu'est-ce qui vous ravit, qu'est-ce qui vous énerve, Calvin Soares? Ce qui m'énerve, d'abord, c'est l'affichage électoral dans les commerces. Nous avions voulu
porté sur l'ensemble du pays et notamment côté francophone, l'idée selon laquelle on devait limiter l'affichage aux personnes privées qui voudraient bien accueillir les affiches. Parce qu'on a rencontré beaucoup de commerçants qui sont excédés. Et donc, dans certaines communes, nous avons porté, par exemple, à Forêt ou à Etterbeek, nous avons porté l'idée selon laquelle... Donc, il faudrait le faire dans les 19 communes, selon vous. Excédé par quoi en fait? Excédé par le fait qu'on les sollicite constamment. Et on a eu même des commerçants qui ont dit ça ne nous apporte que des ennuis. Et donc, nous pensons qu'à un moment donné, il faudra, tout parti confondu. Cette fois-ci, on n'a pas été à l'abordage sur cette question parce qu'on voudrait un consensus, qu'on puisse discuter calmement et qu'on trouve un consensus là-dessus pour les prochaines élections, afin que les commerçants soient beaucoup plus à l'aise sur cette question et surtout en termes de pollution et en termes d'utilisation de papier. On vous a compris. On va passer la parole sur ce qui ravit Alexia Bertrand. On va remontrer les propositions. Il s'agit donc de l'affichage électoral dans les commerces, les tests électoraux des médias, devoir constamment me justifier, faire les marchés ou me voir sur les affiches. Qu'est-ce qui vous ravit? Je vais vous étonner. Ce qui me ravit, c'est de devoir constamment me justifier. Parce que c'est à ce moment-là qu'on entre vraiment dans le débat, c'est à ce moment-là qu'il y a un vrai échange, c'est à ce moment-là qu'on est obligé d'écouter, d'entendre, de pouvoir interagir, répondre et expliquer. Et ça, c'est pas langue de bois, Alexia. C'est la rencontre la plus riche. Et c'est la vérité, en fait. Parce que c'est quand vous devez vous justifier ça fait que sourire vous pouvez nos experts. Convaincre. Tant mieux si je leur fais sourire. Si je les fais sourire. d'avant. Ah non, pas chez moi. Donc c'était ce que disait Calvin Soares sur l'affichage. J'ai rien dit. Ok, d'accord. J'adore quand même faire les marchés. Voilà, ok. Et donc vous ne nous avez pas dit, vous, ce qui vous ravissait. Ce qui me ravit, c'est le terrain. Donc, j'ai fait l'associatif pendant plusieurs années et le contact des gens, écouter les gens, parler avec eux et essayer d'être en empathie, mais aussi me mettre à leur place et trouver des solutions ensemble, c'est quelque chose qui... Et donc ça, faire les marchés et devoir constamment vous justifier, ça vous ravit aussi. Oui, j'adore le débat. Donc, et vous, Alexia, qu'est-ce qui vous énerve? Ce qui m'énerve, c'est comme Calvin, c'est les affiches chez les commerçants, parce que je trouve que ça leur met beaucoup de pression. Et en fait, c'est très difficile pour eux. C'est très moche. C'est moche, en plus, sur les commerces. Ouais. On peut s'amuser parfois, il y a des jeux de mots qui apparaissent qui peuvent être assez marrants. Ceux qui veulent mettre une affiche. Il y a des commerçants qui veulent. Mais l'idée, c'est d'aller vers... Et donc, personne ne m'a dit que ça vous énervait de vous voir sur les affiches ou ça vous ravissait votre visage sur les affiches c'est pas la partie la plus amusante, mais parce qu'il faut voir sa propre image et je pense que c'est un peu cocasse comme exercice, mais en même temps c'est important, ça fait partie de l'exercice. À partir du moment où la photo est bonne, j'assume. Alors, vous êtes tous les deux jeunes en politique. Je ne sais pas si vous comptez en faire une carrière, mais je voudrais vous faire réagir à une petite phrase. C'est les propos de Laurette Onkelings, qui a décidé de raccrocher et qui donc a donné une interview bilan à nos confrères du soir. Elle dit entre autres ceci: la politique est gloutonne, on donne des parties de sa vie privée, ce n'est jamais assez, on ne peut pas faire autrement, avec en plus le temps qui se contracte et cette obligation de toujours être le premier, alors que l'immédiateté est dangereuse. Quelqu'un veut réagir par rapport à ça, cette difficulté d'être politique aujourd'hui, Emmanuel? Moi, je voudrais dire que ce n'est pas uniquement en politique, et que je comprends tout à fait, il y a deux points différents dans ce que dit Laurette Onkelings. Il y a l'immédiateté, l'obligation de se livrer. On est dans une société hyper personnalisée, on est dans un grand individualisme à tous les niveaux, et on retrouve ça dans le monde créatif, dans le monde médiatique, dans plein d'autres sphères, évidemment, dans le monde du business d'ailleurs, où les hommes d'affaires aussi sont peut-être les derniers qu'on arrive à sortir de chez eux pour se montrer un peu dans les médias, parce qu'ils sont par nature beaucoup plus... ils se protègent. Mais voilà, moi ça me paraît aussi inéluctable. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien, on est là-dedans. L'immédiateté, même topo, c'est pas bien. Les philosophes et les penseurs et les chercheurs se chargent maintenant des visions à long terme, et les politiques n'ont visiblement pas... Donc le caractère chronophage de la politique et le fait aussi qu'il faut toujours réagir dans la minute, vous en souffrez, vous, Alexia Bertrand? Mais je crois que la politique, c'est pas un métier, en tout cas, moi j'ai pas l'intention d'en faire un métier, j'ai fait d'abord 9 ans dans le privé, mais c'est une vocation. Et il y a des tas d'autres vocations qui sont gloutonnes. J'aimais bien l'expression gloutonne, c'est vrai, quand on pense aux indépendants qui travaillent énormément, qui ne comptent pas leur temps, aux entrepreneurs, aux gens qui créent, aux médecins même, qui sont des professions hyper difficiles. Donc voilà, chaque métier ou chaque vocation plutôt a ses avantages et ses inconvénients. On sait à quoi on s'engage, et c'est vrai que ça fait partie de la disponibilité du politique. Ça me fait un peu rigoler que Laurette Onkelings se plaint que la politique est chronophage. Il y a quand même personne
personne qui l'a obligé à cumuler 5 mandats à la fois. Et ça fait. Et Marcel C. éclate de rire et il me demandait de réagir. Et puis oui, on moi c'est le truc, on donne des parties de sa vie privée, mais ce n'est jamais assez et on ne peut pas faire autrement. Là, je suis pas d'accord parce qu'il y a des politiques qui ne donnent rien de leur vie privée, personne va chercher. Non, mais ça prend une part de votre vie privée. Oui, mais elle voulait peut-être dire que ça prend une part de votre vie privée qui est réduite quasiment à néant. Elle est mariée à un avocat connu, son beau-fils, enfin tout le monde est connu dans cette famille, donc là, c'est difficile de faire autrement. Sur la réaction par rapport à l'immédiateté qu'on exige de vous aujourd'hui, en campagne électorale, forcément, puisque les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie, comment on gère ça? Est-ce que c'est facile à gérer? Est-ce qu'on en souffre à certains moments? Est-ce qu'on se dit, est-ce que je réagis? Est-ce que je réagis pas? C'est un problème de société générale. Moi, je viens d'une éducation personnelle et politique où on prend le temps d'analyser, mais j'ai dû m'adapter. Dans la mesure où aujourd'hui, en tout cas pour résoudre certains problèmes dans la société, il faut aller vite. Il faut aller vite et il faut être efficace. Et c'est vrai que personnellement, réagir dans l'immédiateté, c'est quelque chose qui est difficile. Néanmoins, j'aimerais dire que je suis tout à fait d'accord. La vie est faite de choix. Donc, quand on estime qu'on ne doit pas faire de la politique une carrière, on se préserve soi-même et on préserve aussi sa famille. Et donc, ce n'est pas facile. Dans l'associatif, je le dis, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'associatif et qui critiquent les politiques parce qu'ils font un trop long moment. Mais quand on va vérifier à la tête des associations, on a des gens qui font 30 ans et qui n'ont pas envie de quitter la tête des associations. Moi, j'ai décidé après 6 ans de quitter la coordination du collectif Mémoire coloniale parce que, effectivement, quand le combat est devenu connu, c'était devenu vraiment ingérable. Et donc, à un moment donné, il faut changer de défi si on ne veut pas s'encrouter quelque part. Mathieu Ladevez, une réaction? Non, sur l'immédiateté, moi je trouve ça franchement dommage pour les lecteurs parce que maintenant on passe plus de temps à essayer de faire le buzz sur les réseaux quand on est candidat. Je ne parle pas de tout le monde, mais on crée des capsules, on essaie d'interpeller les lecteurs plutôt que de lui expliquer ou d'être pédagogue avec lui. Je peux demander, on peut aller dans la rue maintenant, demander quel est le programme du MR à Bruxelles. Je dis le MR parce que vous êtes là. Je peux vous en parler. Ça peut être, non pas vous. Je demande aux électeurs. Ou à n'importe qui, que ce soit le MR ou un autre parti. Je pense que les gens ne connaissent pas les programmes. Je pense que les gens sont loin de tout ça et qu'ils sont plus à aller sur leur smartphone à regarder. Ah, celui-là, il est sympa, il a fait une chouette vidéo, une chouette capsule vidéo sur son truc ou sur le buzz du jour ou du lendemain. Et ça, c'est là où moi l'immédiateté me gêne vraiment beaucoup. Parce Alors, une réaction rapide. Je pense que les partis, je finis vite, devraient faire un vrai effort didactique sur leur programme. Pas uniquement une interview dans le soir, pas uniquement un truc, 3 mots-clés sur une affiche ou sur des Twitter ou sur des réseaux sociaux. C'est difficile, je comprends, c'est difficile, mais il y a un travail à faire à ce niveau-là. Je crois que c'est une tendance de fond et ça s'applique tant aux journalistes que vous êtes qu'à la politique. Et donc, il y en a qui essayent de faire du fond, je vous assure. Oui, je dis pas le contraire. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué. Et ce qu'il faut essayer de faire, c'est du fond, mais avec une forme qui parle aux gens, qui parle à tout le monde. Il faut pouvoir aussi être pédagogue, simplifier et aussi se mettre dans l'air du temps, qui est effectivement utiliser tous les outils qui sont disponibles. Donc l'art, c'est de faire du fond avec une forme qui passe bien. Et je crois que c'est le même défi auquel vous êtes soumis comme journaliste. C'est vrai que, pardon, je rejoins ce que vous dites et je pense que on voit ça en journalisme. On a le slow journalisme qui a une tendance parallèle. Il y a le côté buzz, clic, etc. Sur les réseaux sociaux et que sais-je sur les sites web. Il y a aussi le journalisme lent, en profondeur. Donc il faudrait idéalement pouvoir faire coexister ces deux tendances. Oui, très rapidement parce que je dois passer à autre chose. Et chez chaque individu. Notre société, philosophiquement, a besoin d'un débat de fond sur la manière dont nous fonctionnons. Et donc la politique n'est pas hors sol. Elle fait partie de la société. Je suis enseignant, je vois comment il faut absolument... On n'est plus seulement enseignant, on est aussi animateur. C'est-à-dire donc qu'on doit trouver des outils qui permettent aux élèves d'entrer dans l'enseignement et d'être intéressés très vite. Et donc, ce n'est pas facile et c'est un débat de fond qu'il faut avoir dans la société. Voilà, un débat de fond, on va essayer d'en avoir un maintenant en parlant de cette opération qui a été menée par la CSC, des autocollants qui ont été accrochés au mur des toilettes du Parlement fédéral. Cette action était symbolique cette semaine. Elle a été menée donc par les militants du syndicat chrétien pour dénoncer la situation des travailleuses domestiques. Ces autocollants rappellent le triste sort de ces femmes sans papier, livrées parfois à la violence de leur employeur. Nous vous proposons d'entendre le témoignage de l'une d'entre elles. Lucia vient du Brésil, elle est arrivée en Belgique il y a plus de 20 ans. Elle n'est toujours pas régularisée et sans permis de travail, elle se sent perdue. Vos toilettes propres, nos propres papiers. Armés de slogans imprimés sur des t-shirts, ces militants de la CSC s'apprêtent à entrer dans le Parlement pour coller sur les murs des toilettes ces quelques autocollants.
On va les coller au Parlement pour interpeller les parlementaires sur les réalités de vie des travailleuses domestiques. Lucia, elle, soutient l'action mais ne participera pas. Ce serait trop risqué. Originaire du Brésil, elle vit en Belgique depuis 22 ans. Travailleuse domestique depuis autant d'années, sa situation n'est toujours pas régularisée. Résultat, c'est entre les mains d'employeurs violents, pervers et agressifs qu'elle tombe presque systématiquement. On utilise les mots abuseux parce que ça englobe vraiment tout et on parle même des viols. On parle d'un patron qui prend notre passeport, par exemple, et les cache pour qu'on ne va pas partir. Et on est corvéable à merci de ces patrons, surtout si on n'est pas payé. C'est que Lucia vient du Brésil. Elle a forcément le sang chaud. Le sang chaud peut-être pas, mais son sang ne fait qu'un tour à entendre certaines propositions. Les hommes nous appellent pour nous demander de venir nettoyer chez eux nus et nous payer 15 €. 15 € à l'heure. L'action menée ce matin devant le Parlement visait à interpeller les politiques pour que le travail domestique soit repris dans la liste des métiers en pénurie. Il est fondamental de pouvoir travailler dans un secteur qui est reconnu en pénurie. Et dès lors, on reçoit un permis de travail beaucoup plus facilement. Sans papier, ces travailleuses domestiques sont la cible de tous les abus. Porter plainte signifierait parler à la police. Et pour les sans-papiers, la police reste synonyme de renvoi en centre fermé. Emmanuel Joa. Oui, mais je veux dire, j'ai halluciné en voyant votre reportage. Cette dame qui raconte par ailleurs qu'on lui demande parfois de se mettre nu pour nettoyer. Enfin, à l'heure de MeToo et compagnie, je veux dire, mais c'est incroyable. Alors, il y a aussi des hommes qui sont très ici, c'est pas uniquement ici, on parle des femmes, mais il y a des travailleurs domestiques aussi. On est au XXIe siècle et vraiment, j'ai halluciné. Je sais que ça existe, on le sait tous. Je ne savais pas à quel point c'était répandu. Je me suis dit que j'avais envie d'en faire un bon gros sujet à l'occasion d'ailleurs et de me plonger un peu là-dedans aussi. Mais voilà, je trouve simplement que c'est simplement scandaleux et qu'il faut absolument faire une priorité. C'est pas digne de notre époque. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses indignes, mais ça en fait partie très largement. Depuis 20 ans en Belgique et pas régularisé, c'est incroyable. Ouais, donc le syndicat chrétien parle de 100 000 travailleurs sans papier en Belgique, dont une majorité de femmes. On ne reconnaît pas, dit le syndicat, la part qu'elles jouent dans l'économie. Et donc il y a une demande de reconnaissance du statut de ces personnes. Alexia Bertrand, vous dites d'accord pour reconnaître effectivement ce qu'apportent ces personnes dans l'économie belge aujourd'hui? D'abord, les situations qui sont décrites dans le reportage sont évidemment tout à fait inacceptables et choquantes. On parle d'abus sexuels, de prise de passeport, et ça doit être dénoncé. Oui, mais elles n'osent pas porter plainte. Elles ne savent pas porter plainte. Elles doivent pouvoir porter plainte sans se sentir à risque. Ça me paraît Parce que la question, c'est qu'elle dit, si on porte plainte, on risque d'être amené dans un centre fermé. Mais elles doivent pouvoir porter plainte sans qu'à ce moment-là, elles fassent effectivement l'objet d'une mise en centre fermé. Ça me paraît être deux choses tout à fait distinctes. Avec maintenant, je reviens sur la question des situations illégales. C'est évidemment des situations problématiques, en particulier pour les femmes qui sont très vulnérables. Et c'est pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'asile, c'est essentiellement deux choses. C'est le droit d'asile ou c'est le regroupement familial. Et donc, vous pouvez venir en Belgique essentiellement, je caricature un peu, si soit vous êtes persécuté ou vous êtes sur les bombes, soit si vous avez la chance de pouvoir épouser un Belge ou si vous avez des enfants ou des parents belges. Et donc, qu'est-ce qu'on demande à toutes ces personnes? C'est de mettre le dentifrice dans le tube et de raconter une histoire qui est impossible. Parce que ces femmes-là, elles souhaitent venir en Belgique pour avoir une vie meilleure. Et moi, ce que je dis, c'est ouvrons le débat sur la migration économique. Et il y a des gens qui ont envie de venir apporter une plus-value, qui ont envie de travailler, eh bien, permettons-leur de travailler. Alors, sur la question des métiers en pénurie, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de la région. Et c'est Actiris. Je ne l'ai pas retrouvé sur la liste des métiers en pénurie, mais il y a une procédure, effectivement, il faut faire une analyse de l'offre et de la demande. Et si ça correspond à une pénurie, pourquoi pas? Mais moi, je ne sais pas faire cette analyse. C'est vers Actiris qu'il faut se tourner. Et donc, ce que je dis, c'est ouvrons ce débat sur la migration économique, mais nous ne sommes pas pour une régularisation massive. Nous n'avons jamais souhaité ça. Il y a par contre, pour cette femme qui est là depuis 30 ans, le 9 bis, ce qu'on appelle le 9 bis, les circonstances exceptionnelles, qui en principe lui permettent de demander. Et 30 ans, ça me paraît un cas de figure qui généralement justifie plus de 20 ans, une régularisation. 20 ans aussi. Ouais. Alors, Calvin Suarez, migration économique, parlons de ça. C'est aussi une proposition de défi. François De Smet a fait une sortie sur le sujet il y a quelques semaines. Qu'en pensez-vous? Je suis très méfiant par rapport à ça. Je suis arrivé en Belgique à l'âge de 22 ans. Je connais très bien cette problématique.
Néanmoins, j'aimerais dire un mot sur ces femmes. C'est un drame absolu parce que j'ai déjà connu des femmes qui ont eu la nouvelle selon laquelle leurs parents sont mourants. Et on ne leur a... C'est-à-dire, elles n'avaient pas la possibilité de pouvoir entrer, assister au dernier moment de leurs parents avant de revenir. C'est absolument... C'est un drame. C'est d'abord un drame. Et donc, qu'est-ce que vous proposez alors, pour être concret? Pour être concret, nous proposons que, effectivement, ces femmes, notamment celles qu'on appelle les travailleuses domestiques, soient régularisées. Dans la mesure où la plupart d'entre elles sont ici depuis très longtemps. Et je considère qu'il y a une certaine hypocrisie de notre société à nous, à voir ces femmes venir nettoyer nos toilettes, subir des abus comme ce qu'on vient d'entendre. C'est scandaleux et c'est dramatique. Et donc, on doit les régulariser, comme le demande la CSC. Pour ceux qui sont là depuis 1 an, 2 ans... Alors justement, je fais un lien avec la question que vous posez par rapport à M. De Smet. Je considère qu'il ne faut pas... Et ce que propose aussi Alexia Bertrand. Donc, je considère de cette migration économique. Que cette question, on peut la prendre en compte, mais il faut faire attention à ce que Sarkozy nous a proposé il y a des années, l'immigration choisie. En fonction, on pille les pays d'origine des cerveaux. Et donc, je considère qu'on peut être aussi un... Justement, là, il ne s'agit pas... Non, oui, mais là, on parle du concept global. Si, effectivement, on parle des personnes... Et là, par exemple, je proposerais qu'on puisse réformer le canal de migration légale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent tout simplement venir ici, vivre 2-3 ans, travailler et retourner, monter un projet sur place. Et ça, on ne le fait pas. On essaie de fermer les canaux de migration légale, ce qui fait que les gens sont obligés de passer par des canaux de migration illégale. Et donc, je considère qu'effectivement, on peut accueillir un certain nombre de personnes qui viennent travailler, migration économique, on peut discuter de ça, mais ne limitons pas ça à la question de... Parce que lui, il a parlé d'immigration choisie, François De Smet. C'est ce qu'il préconisait. Et donc, je ne considère pas que ce soit le fait de faire ça qu'on va rendre service au pays d'origine de ces... Une réaction, je crois qu'on a des projets effectivement un peu différents, c'est-à-dire qu'avec votre système de régulariser, c'est une histoire sans fin, parce que des nouveaux arrivent et on les régularise. Nous, ce qu'on souhaite, c'est ouvrir un débat sur la migration économique, dire on a une série de besoins. Il y a un marché du travail où il y a des milliers d'employeurs qui ne trouvent pas des personnes pour remplir ces fonctions. Il y a des personnes qui ont ces talents, ces compétences et qui ont envie de venir participer à notre société. Eh bien, celles-là, on peut les accueillir. Mais si on continue dans des vagues de régularisation, on en a eu en 2009, on en a eu auparavant, eh bien, c'est une histoire. Elles sont déjà là, ces personnes dont on a besoin, puisqu'elles sont là et elles travaillent. Donc, on peut les accueillir. Moi, je pense qu'il faut régulariser celles qui sont là. Et puis ensuite, travailler sur les canaux de migration légale. Je crois que ce sont les meilleures solutions qu'on peut apporter à ces dossiers. Oui, pour régulariser celles qui sont là, c'est bien joli. Encore faut-il qu'il y ait un cadastre qu'on les connaisse, qu'on puisse les identifier, ou qu'elles acceptent de se dévoiler. Ça, c'est une première chose. Sur l'immigration choisie ou économique, comment est-ce qu'on voit ça? Il y a un bateau qui arrive sur la Méditerranée avec 500 personnes à bord qui fuient la Somalie ou la Syrie. Et qu'est-ce que vous faites? Vous triez à l'arrivée. Toi, tu es quoi? T'es menuisier? Oui, on en a besoin. Et non, toi, ces personnes-là ont droit à l'asile. On les rejette à la mer. Ceux qui sont demandeurs d'asile continuent à avoir droit à l'asile. C'est la Convention de Genève et on a toujours respecté nos engagements internationaux. Ici, c'est une voie, un canal de migration différent qui serait ouvert pour répondre à tous ceux qui ne remplissent pas les conditions de l'asile, mais qui souhaitent venir travailler. Et Dieu sait si on a des métiers en pénurie à Bruxelles. Et donc, en fait, c'est un win-win. Système canadien. Voilà. Un peu différent. En tout cas, il y aurait certainement moyen de faire des constats ici sur place avec les personnes qui sont déjà là et dans certaines sphères, dans le travail à domicile notamment. Je ne dis pas qu'il faut rejeter les gens, au contraire, il faut essayer de régler ça d'une façon ou d'une autre. Alors on va passer à un autre dossier, si vous le voulez bien. On va parler de pénurie de médecins puisque Bruxelles va bientôt manquer de médecins généralistes et c'est déjà le cas dans certaines communes. C'est ce qui ressort d'une étude menée par la région. Regardez ce reportage de Marie-Noël Dinan et Yannick Van Gansbeek. Sur cette carte de la région bruxelloise, 8 zones turquoises, soit 30 quartiers où l'installation de médecins généralistes est prioritaire. Densément peuplé, Anderlecht, par exemple, manque actuellement de 17 généralistes. À Woluwe et Saint-Lambert, la pénurie annoncée dans les 10 années à venir est plutôt liée à l'absence de relève. Ce sont les quartiers intermédiaires avec une population moyenne, revenu moyen ou moyen bas,
où peut-être moins de médecins se sont installés parce qu'ils n'ont pas vu la nécessité ou l'intérêt de s'installer dans une commune où ils pensaient peut-être qu'il y avait moins de besoins. Pour l'instant, pour tenter d'enrayer cette pénurie, le généraliste qui choisit Bruxelles bénéficie d'une prime de 25 000 €. Dès 2020, elle passe à 30 000 € dans les quartiers prioritaires et diminue à 15 000 ailleurs. Pour Marie Hechtermans, qui vient de rejoindre son oncle en fin de carrière du côté d'Etterbeek, sans cette prime, un jeune médecin n'a pas les moyens d'ouvrir son propre cabinet. Se lancer tout seul, c'est la grosse difficulté, c'est de trouver un bon endroit et c'est d'être capable de se payer ce bon endroit et puis d'équiper le bon endroit comme il faut. Parce que bon, ben voilà, ici, on a dû réinstaller des meubles. C'était un local qui était au départ un local de rangement, mais il a fallu aussi trouver tout le matériel médical. Mais la prime n'est pas tout pour motiver les jeunes médecins à s'installer dans les quartiers en pénurie. Selon cet étudiant en médecine, il faut aussi revaloriser l'image du médecin généraliste. On voit ça comme le médecin qui est isolé dans son cabinet, qui a des horaires pas possibles, qui fait un travail très redondant et qui est un peu vu comme le sous-fifre des médecins spécialistes. Et donc il y a vraiment une image de la médecine générale qu'il faut absolument revaloriser. En attendant, le ministre bruxellois de la Santé a également mis en place des mesures pour soutenir la pratique de groupe et encourager les jeunes médecins à travailler avec des seniors, comme Marie et son oncle le pratiquent déjà. Alors Mathieu Ladevez, une prime qui va être augmentée pour attirer certains médecins dans certains quartiers. On sent certains médecins dubitatifs, c'est votre cas aussi ? Je pense que ça doit être une mission, peut-être pas de service public, en tous les cas, ça me paraît indispensable d'avoir suffisamment de médecins dans les quartiers bruxellois ou ailleurs d'ailleurs. Donc je pense que le gouvernement fait plutôt un travail d'anticipation, on prend les choses en main, c'est pas mal. Après c'est un peu dommage de devoir en arriver là, ça c'est une certitude. Mais inciter les médecins à aller dans les quartiers là où il y a un manque, je pense que c'est une bonne idée. Malheureusement, c'est financier, je suis d'accord. Mais voilà, peut-être plus penser à créer des maisons médicales, parce que oui, effectivement, plus des pôles où on trouve tous les services, ça me paraît plus intéressant. Et je ne sais pas si ça intéresse les médecins indépendants. Parce qu'on va citer juste un exemple, en Anderlecht, il manquerait 17 médecins généralistes, c'est donc beaucoup. Woluwe-Saint-Lambert aussi va manquer de médecins dans quelques années, puisque il y a beaucoup de médecins âgés, donc ça ne concerne pas que les communes que l'on croirait difficiles a priori. Un responsable du cercle étudiant disait effectivement qu'il faut aussi améliorer l'image que l'on a du médecin pour susciter des vocations. C'est vrai, nous pensons que les maisons médicales sont extrêmement importantes. À Ganso, où je suis, les médecins, il y a une maison médicale, Calendula, qui fait un travail énorme et ils ont déjà rencontré des politiques et ils poussent à ce qu'on en crée encore plus. Parce que lorsque les médecins sont ensemble, effectivement, ils sont beaucoup plus efficaces et on va dire l'image dont on parle est meilleure lorsqu'ils sont dans ces quartiers, ensemble, en fait. Et concrètement, je pense que ce qui a été dit dans le reportage par rapport, et c'est ce que nous proposons en matière d'emploi, par exemple, le plan Tandem, c'est-à-dire des seniors qui travaillent avec des jeunes, il y a un partage d'expérience et c'est beaucoup plus agréable de travailler, même dans des quartiers dits fragilisés, par exemple. Et donc ça, ce sont des choses concrètes. Comme Woluwe-Saint-Lambert. C'est une autre forme de fragilité, mais c'est de la fragilité. Alors Alexia Bertrand, favoriser les maisons médicales, dit écolo, sur la même longueur d'onde. La prime, c'est une bonne idée, c'est dans notre programme aussi, ça existe déjà en Wallonie. Quand on sait que... Elle existait déjà à Bruxelles, mais elle va être augmentée. Elle va être augmentée. Quand on sait qu'il y a 9 médecins pour 1000 habitants dans des communes comme Kuckelberg ou comme Saint-Josse et qu'à Woluwe-Saint-Pierre, là, c'est 19 médecins pour 1000 habitants. Et je peux vous assurer que moi, mon généraliste, c'est un surhomme, entre le domicile, les consultes. Je pense que ce sont des personnes qui travaillent de 8h à 20h et parfois au-delà. Ce sont vraiment des surhommes. Ouais. Et donc, ce que je pense, c'est que les jeunes médecins, ils veulent aussi une meilleure conciliation vie privée, vie professionnelle, que le fait de pouvoir s'associer, ça aide. Donc, il va falloir aller au-delà des primes, essayer de diminuer la paperasse administrative pour les médecins. C'est vraiment quelque chose qui plombe leur métier. Essayer de trouver d'autres formules, peut-être des binômes médecins, infirmiers. Donc, certainement des associations de médecins. Je pense que c'est une bonne idée. Mais qu'on doit travailler sur cet aspect conciliation, vie professionnelle, vie privée. Et même dans l'enseignement aussi, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes enseignants qui quittent le boulot et il faudrait les associer à des seniors pour leur faire partager l'amour du métier. Alors,
Oui, je voulais juste dire aussi que par rapport à la revalorisation du métier de généraliste, le fait de centraliser les dossiers, c'était aussi censé être une fonction du généraliste et ça devrait être très pratique pour le patient. C'est pas toujours très bien fait et il y a beaucoup de Bruxellois, j'ai qu'un Bruxellois sur 3, je crois en moyenne, qui n'a pas de généraliste. Et ce Bruxellois sur 3, que fait-il? Il va souvent directement chez le spécialiste quand il peut se le permettre. Enfin, il y en a aussi qui n'y vont jamais, bien sûr, et parce qu'il y a plein d'hôpitaux et parce qu'il y a toujours un hôpital pas loin. Les urgences, il y a quand même une concurrence de ce côté-là, donc je vous rejoins sur les maisons médicales. C'est la seule façon de lutter contre cette concurrence entre guillemets des spécialistes dans les hôpitaux, parce que finalement aller chez un généraliste qui centralise pas bien le dossier, qui est pas très efficace en termes de nouvelles technologies ou que sais-je, enfin de digitalisation des dossiers, etc. Voilà, moi je connais plus d'une personne qui vont se dire bon, finalement moi je m'occupe moi-même de mes propres dossiers et je vais voir directement le spécialiste, quitte à me tromper et à faire une deuxième consultation. Et une maison médicale est beaucoup plus conviviale. Ok, en tout cas sur le développement des maisons médicales, il y a un large consensus ici sur ce plateau. Une autre séquence maintenant, on va vous proposer 4 photos et vous allez devoir faire un choix. Ce sont 4 personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont marqué l'actualité de ces derniers jours. Alors je vais commencer par vous, Alexia Bertrand. On regarde ça tout de suite. C'est Jean-Pierre Marielle qui s'est éteint cette semaine. Emmanuel Macron qui a passé son grand oral, une conférence de presse marathon de 2h30. L'actrice flamande Veerle Batens qui est à l'affiche cette semaine du film Duel. Ou David Goffin qui a bien du mal à sortir du passage à vide qu'il traverse. Qui choisissez-vous? Emmanuel Macron. J'en étais sûr. Bravo, je suis à ce point prévisible. Vous avez gagné. Et maintenant, vous allez savoir pourquoi elle l'a choisi. J'ai choisi Emmanuel Macron parce que je trouve qu'il a le mérite d'avoir créé ce grand débat, d'avoir porté le débat au plus près des citoyens, d'avoir rassemblé les maires de France et d'avoir essayé d'apporter une réponse, en tous les cas, au mouvement qu'il y a dans la rue et qu'il y avait en France. Voilà. Et je pense que ça, c'est certainement une des façons de tenter de rapprocher le citoyen du politique, c'est de leur rendre la parole, c'est de les écouter. Et ça a été fait d'une manière relativement organisée, impressionnante. Je ne sais pas si vous avez été voir le grand débat et les questions, ça allait vraiment au fond c'était un choses. One Macron show, Oui. on va dire ça. Quelle conclusion en a-t-il tiré Parce que là, ça vous a fait sourire. Oui. Vous n'auriez pas choisi Emmanuel Macron. Non, lorsque il y a eu l'élection présidentielle, je me doutais un peu de ce résultat-ci, dans la mesure où ce à quoi on a assisté, c'est, comme vous le dites, un one-man show. Moi, je. Pour terminer par quoi, tout ce qu'on a fait durant 2 ans était juste. Alors que les gens dans la rue appellent à une plus grande équité sociale, économique, fiscale. Et ce qu'il nous a dit, c'est « je suis dans le bon ». Et en démocratie, il faut avoir le courage de gouverner, même si on est impopulaire. Ouais, il a quand même annoncé des mesures, des inflexions par rapport à son programme de base. Il faut être de bon compte. Oui, mais pour moi, ce n'est pas assez, en tout cas, personnellement. Alors, on va passer à vos photos. La France n'est pas la Belgique. Oui. Culturellement, pour la France, ceci, c'est une première. C'est du jamais vu. Alors, on passe à votre choix. Calvin Suarez, regardez les photos qu'on vous présente. Le pongiste Jean-Michel Sèvres qui va tirer sa révérence, il va prendre sa retraite. Dick Rivers qui nous a quittés aussi cette semaine. Mark Cook qui accumule les échecs avec Anderlecht, le club a été perquisitionné. Enfin Charlotte, vous la connaissez Charlotte ? J'en ai entendu parler. C'est la gagnante de The Voice Belgique 2019, elle a 18 ans, elle est originaire de Braine-le-Château. Qui choisissez-vous ? Je choisis Jean-Michel Sèvres. Parce que ce qui est assez étonnant, c'est que Jean-Michel Sèvres, vous devez savoir qu'il est connu jusqu'en Afrique. Moi, j'ai grandi en allant dans un collège de jésuites qui s'appelait le collège Chaminade. Et on jouait au ping-pong au collège Chaminade. Et tout le temps, on parlait de Jean-Michel Sèvres. Et donc, c'est une référence. C'est quelqu'un dont j'ai entendu parler dans mon enfance, même en arrivant ici. Et c'est un de nos grands champions. Et donc, il faut vraiment lui rendre hommage. Et j'espère que quand il va se retirer, on va pouvoir lui rendre l'hommage qu'il mérite. Voilà, les choix sont faits. On va passer maintenant à vos choix, messieurs, dames, vos coups de cœur. On va commencer par vous, Marcel Sel, avec une chouette séquence autopromo. Oui, voilà, pour une fois, je fais de l'autopromo. Normalement, je le fais jamais. Bon, alors, votez pour moi. J'ai écrit quelques connaît cette séquence. Et donc, voilà. C'est désormais une BD. Voilà, c'est une BD. Et vous participez à l'écriture de votre Oui, j'écris une partie. Donc, c'est
autre promo, entre autres. Mais Voilà. surtout, c'est une BD qui est très, très, très chouettement dessinée par Marco Polo, avec évidemment André Lamy et Olivier Leborgne. Qui sont mieux qu'eux-mêmes en BD. Ils vont me détester après. Oui, mais bah, écoutez. ils sont même encore plus drôles qu'eux-mêmes en BD. Voilà, et pour vous, Tant pis pour Yves moi. Kengen, on devait avoir une image, mais je ne l'ai pas sélectionnée. Mais elle s'est perdue dans les arcanes de notre système de montage. Et donc, vous teniez à souligner une initiative pour les sans domicile fixe. Oui, parce que d'habitude, on parle d'un projet culturel. Ici, j'ai voulu quand même rendre hommage au centre d'hébergement pour les sans-abri de la rue de Trèves, qui est administré conjointement par Médecins du Monde, la Croix-Rouge et le Centrum Algemene Welzijnwerk. Voilà, qui, alors que d'habitude, il ferme à la fin de l'hiver et on flanque tous les sans-abri dehors, retournez d'où vous venez, eh bien, cette fois-ci, ça restera ouvert tout l'été et donc probablement l'hiver prochain, et je trouve que c'est formidable. Et pour vous, Emmanuel Joa, vous J'ai aviez... un double coup de cœur, Oui. ouais, très très vite. Alors il y a le BIF qui vient de se terminer, le Festival du film fantastique de Bruxelles, qui est de plus en plus fantastique, je trouve, et d'une richesse extraordinaire, avec une vocation internationale vraiment fabuleuse. J'y ai mis les amis étrangers qui étaient fascinés. Et puis Marielle, parce que Marielle, Jean-Pierre quoi, Marielle. Qui peut résister à Jean-Pierre Marielle? C'est la génération de mon papa et je l'adore. Et voilà, Jean-Pierre Marielle, tout le monde aurait pu le citer comme coup de cœur aujourd'hui. Vous, Mathieu Ladevez, vous avez choisi un petit guide qui est le guide secret de Bruxelles, et c'est de Jean-Baptiste Barognan. Alors qu'est-ce qui vous séduit dans ce qu'on dirait un guide de plus? C'est pas un guide de plus? Non, c'est une belle gourmandise en fait. Il y a une 50aine d'entrées dans lesquelles on découvre des choses secrètes de Bruxelles, soit des lieux, des personnages, des rues. Ça m'a fortement rappelé un livre que j'avais adoré, qui est sorti il y a 10 ans, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Miscellanée bruxelloise. C'est juste extraordinaire. C'est dans le même genre, c'est plus léger. Mais honnêtement, je l'ai lu. Je connais quand même pas mal Bruxelles, ça fait longtemps que j'y habite et je connais un peu l'histoire de Bruxelles. J'ai découvert plein de choses, donc ça se lit, ça se picore. Voilà. Et c'est aux éditions, c'est assez bizarre, c'est aux éditions Ouest France, mais comme quoi, on n'est pas toujours les mieux servis dans son pays. C'est français, mais c'est bien fait. Je vous détroque volontiers contre mon récit. Alors, c'est la fin de cette émission. Je suis désolé, on avait encore beaucoup de choses à se dire, mais le temps qui nous est imparti est terminé. Merci Alexia Bertrand d'être venue nous voir. Merci Calvin Soares. Et puis bonne campagne à vous. Je crois que vous avez encore pas mal de pain sur la planche. Merci à vous d'être venus nous éclairer. C'est la fin de cette émission. Donc, la semaine prochaine, vous retrouverez Jean-Jacques Deleu à la présentation et à l'édition des experts. À bientôt.